En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, auteur du Goût de la politique aux éditions Odile Jacob, l'historien Arnaud Tessier, auteur de De Gaulle, l'angoisse et la grandeur aux éditions Perrin, et l'universitaire Benjamin Morel, auteur d'une histoire du Parlement de 1789 à nos jours. Le Parlement, temple de la République, c'est aux éditions Passé Composé. Nous parlons évidemment ce matin de la chute du gouvernement Barnier. Sommes-nous face à une crise politique ou une crise de régime? Après Barnier, sommes-nous condamnés au chaos? Comment en sortir? La démission du président de la République peut-elle être une solution ou aggraverait-elle la situation? Tout de suite, les réponses de Pascal Perrineau, Arnaud Tessier et Benjamin Morel. En toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Arnaud Tessier, Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce matin. Benjamin Morel, qui a eu un petit problème avec son taxi, va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais enfin, il y a le temps d'entamer cette conversation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce matin avec cette crise politique. Alors, on me signale que Benjamin Morel arrive à l'instant dans le studio. C'est la magie du direct. Mais on parle donc ce matin de la crise politique. Que va-t-il se passer après la chute du gouvernement Barnier? Peut-être une question vraiment d'actualité toute chaude. On a vécu hier la réouverture de Notre-Dame avec un superbe discours, il faut le dire, du président de la République. Pascal Perrineau, dans cette période de chaos, est-ce que ce moment de concorde nationale est le bienvenu et peut redonner un peu d'air au président? Bien sûr, un moment de concorde nationale, c'est toujours bon à prendre, à saisir. Mais une fois de plus, si vous voulez, on l'avait déjà vu l'été dernier, il y avait eu cette parenthèse des Jeux Olympiques qui s'était quelque peu éternisée et qui avait contribué au bout d'un moment à inquiéter les Français parce que le pouvoir politique n'arrivait pas à accoucher d'un gouvernement. On a été libéré début septembre par le gouvernement Barnier. Là, il ne faudrait pas que ça recommence, si vous voulez. Le temps presse. Le temps presse parce qu'on est, et le pays, je crois, sur une pente descendante. Et il faut envoyer un signal, au moins avec une France qui a un gouvernement qui se prépare tout de même peut-être à adopter un budget. Parce que si on rajoute à la crise sociale, on le voit, à la crise économique et éventuellement financière, une crise politique, là, je veux dire, on charge beaucoup la barque. Et on risque d'aller vers une crise de régime à terme. C'est une des questions. Parce que tout de même, ce président de la République, c'est formidable, il a accueilli tous les grands de ce monde, mais c'est pas les grands de ce monde qui vont l'aider à régler la crise interne. Benjamin Morel, qui est avec nous. Ce fut compliqué, mais vous êtes là quasiment à l'heure. Est-ce que le président de la République aurait dû nommer très vite un Premier ministre? On s'attendait à ce qu'on ait un Premier ministre cette fois-ci dans les 48 heures, que le maître des horloges accélère un petit peu pour éviter, disons-le clairement, les appels à sa démission, faire traîner les choses. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il peut profiter de ce moment d'union nationale qu'a été effectivement l'inauguration de Notre-Dame? Ça dépend de traîner pour faire quoi? Parce que si c'est traîner pour en effet laisser la communion nationale se réunir, comme le disait très bien Pascal, aujourd'hui sur Notre-Dame comme naguère sur les JO, ça sert objectivement politiquement pas à grand-chose. Enfin, on peut comprendre le phénomène de communication politique, mais au fond, si on prend du temps, ça doit être pour construire une coalition. Comment est-ce qu'on fait dans à peu près tous les pays européens? On essaye de se mettre d'accord sur un programme qui est un programme de coalition. Et ce programme de coalition, il est censé engager les partis. Regardez ce qui s'est passé sur le budget. Comme on n'a pas fait de programme de coalition, comme on n'a pas discuté avant, comme on a nommé quelqu'un, on lui a dit, écoute, fais un discours de politique générale et débrouille-toi. Eh bien, Gabriel Attal, Laurent Wauquiez se sont sentis libres de critiquer ce qui est la base d'un programme de coalition, c'est-à-dire un budget. Donc forcément, c'est pas stable, c'est pas cohérent. Donc là, si jamais
jamais, c'est prendre du temps pour s'entendre entre groupes politiques qui pourraient, à minima, ne pas censurer le gouvernement. Si ce sont des jours, des semaines qui permettent de se mettre d'accord sur des fondements, qui permettent de se projeter vers la stabilité, oui, c'est utile. Si c'est procrastiner pour procrastiner, non, ça ne sert à rien. D'autant que ce temps, il fallait le prendre probablement beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus intelligemment durant cet été, et pas s'y prendre au mois de septembre. Mais là, en effet, le temps presse. Est tout à fait franc. Si jamais il n'y a pas de budget au 31 décembre, le soleil va quand même se lever. Les lois spéciales, si ça dure quelques semaines, quelques mois même, un ou 2 mois. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas exagéré un peu la rhétorique du chaos Si, clairement. Et ce faisant, d'ailleurs, on a décrédibilisé, parce qu'il faut un budget quand même, mais on a décrédibilisé tous ceux qui pouvaient dire, attention quand même, il va falloir faire gaffe, parce que, évidemment, les fonctionnaires seront payés. Évidemment, il y aura des cartes vitales. Évidemment, il n'y aura pas de shutdown. Évidemment, il y aura des lois spéciales. Évidemment, qui plus est, on peut les moduler, ces lois spéciales, le barème sur l'impôt sur le revenu. C'est une polémique qui est une polémique un peu ridicule. Dans une configuration complètement chaotique, on pourrait imaginer que ce ne soit pas réindexé. Mais on pense qu'on peut mettre ça dans les lois spéciales. On n'a pas de jurisprudence, donc on ne sait pas, il ne faut pas être affirmatif. Et dans le pire des cas, si on a un budget 2025, on pourra le faire de manière rétroactive. Donc il n'y a pas péril dans la demeure. Néanmoins, il va falloir un budget en début 2025. Et plus il arrivera tôt, moins ce sera dysfonctionnel dans la marge de l'État. Donc ce faisant, qu'on prenne quelques semaines pour arriver à se mettre d'accord sur un budget, tant mieux. Mais ensuite, il va quand même falloir aller très vite. Ça aurait quand même été beaucoup plus sain d'avoir ce dialogue-là au mois de septembre, voire au mois de juillet, plutôt que de l'avoir en période d'exercice budgétaire au mois de décembre. Arnaud Tessier, vous n'avez pas encore parlé. On rappelle le titre de votre livre aux éditions Perrin, De Gaulle, l'angoisse et la grandeur. Arnaud Tessier, est-ce qu'on est face à une crise politique ou une crise de régime? Pascal Perrineau a employé l'expression. Est-ce que ça vous rappelle 1958 ? Je crois qu'on est face à une crise politique qui pourrait dégénérer en crise de régime, tant les codes du régime ont été oubliés. Parce que la crise politique, en fait, elle a une cause très simple. C'est que vous avez quand même le quart des députés qui représentent un groupe, un parti politique, qui, de fait, est exclu du jeu des combinaisons des alliances, parce que c'est bien joli de faire des compromis, des coalitions, mais il faut quand même être prêt à faire des compromis, des coalitions. Donc on ne voit pas le Rassemblement national entrer dans une sorte de pacte de gouvernement, puisque précisément toute la mécanique des élections législatives était le Front républicain. Donc il y a des limites finalement aux incohérences, et donc à partir du moment où vous avez le quart des députés qui sont hors du jeu directement, la situation devient très compliquée. Et c'est pourquoi une crise politique peut devenir une crise de régime, alors que si on suivait de manière un petit peu plus cohérente les règles de la Ve République, à la fois les règles écrites et puis les principes, je pense que ce serait vraiment un début de solution, parce que la Ve a des ressorts considérables qui sont souvent oubliés, ignorés. Alors lesquels Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en pratique aujourd'hui ? Par exemple, c'est quelque chose que le Rassemblement national n'a pas compris. Par exemple, la motion de censure est destinée en réalité, l'article 49 a été fait pour garantir la stabilité gouvernementale, y compris dans des périodes où il n'y a pas de majorité claire. Tout était prévu d'une certaine manière. La motion de censure ne doit être adoptée que s'il y a une alternative, une majorité de substitution, une autre politique à proposer. Là, visiblement, c'était une motion de censure un petit peu iconoclaste, dans la mesure où il s'agissait surtout, d'ailleurs selon l'expression, je crois même de Marine Le Pen, de faire tomber le budget. Donc c'est pas conforme du tout à l'esprit des institutions, même si je reconnais que pour le Rassemblement national, son statut un peu bizarre, qui est que en réalité il a en main beaucoup de clés de la situation politique, mais qu'en même temps il est exclu un petit peu des combinaisons gouvernementales. Donc je pense que c'est le problème, parce que la culture, on nous parle toujours de la culture du compromis, des coalitions, mais la culture du compromis, elle a joué souvent sous la Ve République. D'abord, il y a eu un énorme compromis qui était le compromis entre le Parti socialiste et le Parti communiste, qui était l'union de la gauche, qui est quand même un des compromis les plus fabuleux, quand on connaît l'histoire des deux formations, un des compromis les plus fabuleux de l'histoire française. Et puis, par exemple, à l'époque du deuxième mandat de François Mitterrand, il y a eu toutes sortes de compromis qui ont permis d'éviter. Cela dit, la motion de censure a été dégainée. Donc maintenant, vous dites qu'il faut en revenir à l'esprit de la Ve République. En quoi elle peut nous aider maintenant à sortir de l'impasse ? Si la fameuse loi qui permettrait de reconduire le budget est adoptée quand même, parce que si elle ne l'est pas, il ne reste plus qu'une issue, c'est l'article 16.
Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu. Et j'ai cru sentir, même s'il ne l'a pas dit formellement, que cette menace était sous-jacente dans les propos du président de la République. Benjamin Morel, vous y croyez? Vous relativisiez, vous expliquez, la loi spéciale va s'appliquer assez tranquillement. D'ailleurs, moi, c'est ce que je partage pas forcément l'inquiétude j'ai pas eu le sentiment que le président de la République agitait cette menace. J'ai plutôt l'impression qu'il nous a dit, finalement, il va pas se passer grand-chose, il va y avoir un budget. Oui, moi, je veux bien qu'on discute de l'article 16, mais à ce stade-là, c'est quand même très, très improbable. La loi spéciale, le RN a dit d'emblée qu'il la voterait. Et si je crois à quelques chroniques de presse, Marine Le Pen et Mathilde Panot étaient très très empressées l'autre jour en conférence des présidents pour dire qu'il va falloir qu'on inscrive ça extrêmement rapidement. Donc autrement dit, les deux pôles de l'Assemblée sont aujourd'hui d'accord pour ne justement pas susciter le chaos. Qui plus est, quand bien même on n'est pas de loi spéciale, le PLFSS là, il n'a pas été rejeté. Enfin, il n'a pas disparu. Le PLFSS, il reste en discussion. Et donc, théoriquement, à partir de jeudi, on pouvait l'appliquer par ordonnance. Alors, c'est complètement bizarre d'un point de vue juridique. Démocratiquement, c'est à mettre à la poubelle. Mais dans le pire des cas, si vraiment on n'avait pas le choix, par ailleurs, un PLFSS, c'est pas un PLF. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si jamais on n'avait pas de PLFSS voté, c'est moins grave qu'un budget. On peut quand même exécuter un certain nombre de dépenses. Donc, il y a plein de voies. L'article 16 peut évidemment s'envisager, mais on a beaucoup de voies alternatives avant d'en arriver là. Il faudrait vraiment une logique de blocage, si vous voulez. Admettons qu'on ait une Assemblée nationale, ce qui pourrait éventuellement arriver, une Assemblée nationale qui dise le problème c'est l'Élysée, le problème c'est le président. Le problème, on va faire comme Millerand en 1924, 100 ans Jeux Olympiques également, on va faire démissionner le président, on va bloquer tous les gouvernements, tous les budgets, on va mettre le chaos dans le pays, on est 577 anarchistes, et donc ce faisant, là on bloque le pays. Là, à ce moment-là, l'article 16, on peut l'imaginer, si vous voulez. Mais actuellement, les députés, aucun groupe politique, même la France Insoumise, même le Rassemblement National, ne sont dans cet objectif-là. Ils veulent pas prendre la responsabilité du chaos. Ils veulent au contraire montrer que on avait annoncé le chaos, qui n'ont pas voté le budget, qu'ils ont voté une motion de censure, et que, comme je l'évoquais tout à l'heure, le soleil s'est levé, et que donc l'irresponsabilité n'est pas de leur côté, mais de ceux qui prédisaient le chaos. Cette stratégie rhétorique, elle est pas folle. En revanche, ça exclut pour eux d'être aujourd'hui dans une position radicale. Même si on avait demain un gouvernement qui décidait d'accélérer sur les budgets, il est assez probable qu'on ait un RN qui dise, finalement, si on fait quelques cadeaux, je voterai le budget, parce que, regardez, ou en tout cas je censurerai pas, parce que regardez, je suis extrêmement raisonnable, et je vise 2027. Donc les stratégies politiques ont conduit à cette motion de censure. Les stratégies politiques aujourd'hui me semblent ne pas mener au chaos. Chaque acteur a assez conscience de ses intérêts. Merci Benjamin Morel, merci Pascal Perrineau, merci Arnaud Tessier. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio, toujours en toute vérité, pour discuter de la situation politique bloquée, comment la débloquer, comment faire repartir le pays. On essaiera d'y répondre avec nos invités. À tout de suite sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité pour parler du chaos politique après la censure. Comment est-ce qu'on en sort? Nos invités, Arnaud Tessier, historien spécialiste du gaullisme, auteur de De Gaulle, l'angoisse et la grandeur. Benjamin Morel, spécialiste du Parlement, qui a sorti très récemment une histoire du Parlement de 1789 à nos jours. C'est aux éditions Passé Composé. Et Pascal Perrineau, auteur du Goût de la politique. Alors, est-ce que vous conservez le goût de la politique dans le marasme actuel ? Oui, je le conserve avec un certain clivage. L'observateur est absolument passionné parce que nous avons un véritable laboratoire d'une situation que l'on n'a jamais connue sous la Ve République. Observez, le citoyen que je suis est plutôt inquiet parce que on peut avoir l'impression que de nombreuses forces politiques sont en train de jouer avec le feu. Pourquoi ? Parce que il y a eu dans cette motion de censure une majorité négative claire, mais une majorité négative. C'est-à-dire que la gauche, associée au Rassemblement national, savait très bien ce qu'elle rejetait, mais de quoi était-elle porteuse, cette alliance ? De rien. De strictement rien, puisqu'ils sont incapables, bien sûr, Rassemblement national d'un côté et gauche de l'autre, de mettre en œuvre une solution alternative. Bien, mais enfin, c'est fait, c'est fait. Ce que je crains, c'est que cette motion de censure, vous savez, jadis, on l'utilisait avec des pincettes, et puis il y avait une motion de censure qui avait réussi en 1962. Là, c'est la deuxième motion de censure qui réussit, mais je crains que ça soit la première d'une éventuelle série.
d'une certaine manière, un complexe est tombé. Un complexe est tombé. Voilà, les différentes oppositions complètement hétéroclites se disent on peut faire tomber. On a fait tomber, pourquoi pas faire tomber demain. Donc ce qui est arrivé il y a quelques jours peut très bien arriver dans quelques semaines. Mais à ce moment-là, on sera dans une situation très difficile, sauf si, dans les jours qui viennent, on trouve un gouvernement qui soit capable d'abord un peu de gouverner autour d'objectifs. Il ne faut pas être trop ambitieux. Il faut fixer à cet objectif pour les mois à venir quelques objectifs simples, quelques lignes simples. Et puis ensuite, il faut négocier, pas forcément une participation de telle ou telle force au gouvernement, mais au moins un pacte de non-agression. Mais cette fois-ci, clair. Parce qu'en septembre, on disait le RN ne va pas agresser. On a vu combien de temps ça durait. Ça a duré 2 mois, puis au bout de 2 mois, le RN est passé à l'acte de la motion de censure. Là, on peut imaginer un pacte de non-agression des forces, de certaines forces de gauche, du Rassemblement national. Mais à ce moment-là, il faut élargir la consultation. Je trouve qu'aujourd'hui, la consultation qui est engagée par le président de la République est un peu brouillonne et n'est pas exhaustive. Elle est un peu brouillonne. On commence à consulter certains, puis on en rajoute au gré de l'évolution de la situation politique. On ne consulte pas le Rassemblement national. N'oublions pas tout de même que le Rassemblement national, c'est le premier groupe. J'allais vous le dire. On essaye de voir comment ça va pouvoir se passer, mais il faut remonter vos causes aussi. Est-ce qu'on ne paye pas le poison du Front républicain? Et j'avoue que dans l'intervention du président de la République, parler de front anti-républicain après une motion de censure qui était peut-être politiquement désastreuse, mais qui constitutionnellement les acteurs étaient dans leur droit. J'ai trouvé ça étrange. Je ne suis pas un grand amateur de la France insoumise, mais enfin le Rassemblement national plus la France insoumise, ça fait la moitié du corps électoral. Est-ce qu'on peut continuer à rejeter comme ça hors de la démocratie, parce que c'est ça que ça signifie. Non seulement les représentants, mais les gens qui sont représentés aussi par ces acteurs politiques-là. Parce qu'on est entré depuis un temps certain dans ce que j'appellerais, moi, un cycle de politisation négative. Les forces politiques savent ce qu'elles rejettent. Vous parlez du Front républicain entre les 2 tours des législatives. Mais c'est une alliance complètement hétéroclite pour dire non au RN. Mais cette alliance complètement hétéroclite, elle est incapable d'accoucher d'un gouvernement. On le voit. On l'a vu avec le gouvernement Barnier, on le verra demain avec le gouvernement X, Y ou Z. Hein. Donc, d'une certaine manière, la motion de censure contre Barnier s'inscrit dans la continuité de ces mouvements de politisation négative et c'est la suite, d'une certaine manière, du Front républicain. Benjamin Morel, vous êtes spécialiste du Parlement. Vous parliez tout à l'heure de discussions engagées entre les différents groupes. On entend beaucoup l'idée d'une grande coalition à l'allemande. Est-ce que ça vous paraît crédible, ou tout simplement la culture parlementaire en France n'a rien à voir avec la culture parlementaire allemande? C'est pas les mêmes institutions. La Ve République n'est pas faite pour ça, tout simplement. Je suis pas sûr que ce soit une affaire de culture politique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas de coalition au Parlement ces dernières années, parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Vous ne voyez pas les socialistes en 2012 dire sont aux alliances avec l'UMP, une majorité absolue, et idem avant. Donc c'est pas une histoire pour moi de culture politique. Il y a une question de mode de scrutin. Hein. Aujourd'hui, si vous avez des socialistes qui se séparent des insoumis, eh ben, en cas de législative anticipée, ils sont dans une situation très compliquée. Hein. On estime qu'il y a environ les 3/4 des députés socialistes qui pourraient sauter dès le premier tour. Et donc, évidemment, ça crée une rigidification des alliances. Après, ça peut pas, à mon sens, être stable. Vous savez, quand on essaye d'apprécier la solidité d'une coalition, en sciences politiques, il y a 3 facteurs. Plus il y a de groupes politiques qui sont dans la coalition, plus c'est forcément fragile. Là, si vous regardez un peu l'hémicycle, il en faudrait 6. D'habitude, dans les pays étrangers, c'est 2 ou 3. Ensuite, plus les distances idéologiques entre eux sont grandes, plus c'est fragile. Comprenez bien qu'aujourd'hui, entre Sandrine Rousseau et François-Xavier Bellamy, les atomes crochus d'un point de vue idéologique sont limités. Et 3e élément, plus on se rapproche d'une élection, eh ben, plus ça tire à Uadia, parce que chacun a intérêt à faire valoir son propre bilan et à se séparer de la coalition. Or, il y a quelqu'un qui peut appuyer sur le bouton dissolution dans 8 mois. La dernière fois, il a dit qu'il ne le ferait pas, il l'a fait quand même. Et donc, tout le monde aujourd'hui est en pré-campagne. Cette situation fait que vous pouvez imaginer un bloc central, mais que ce bloc central, il va être fragile par ailleurs. Que vont dire Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen? Regardez les socialistes.
Ils ont trahi, ils se sont alliés avec Laurent Wauquiez. Regardez Laurent Wauquiez, il a trahi, il s'est allié avec les socialistes. Donc on va avoir une pression électorale sur ces groupes qui va faire que ça va être très compliqué à tenir. C'est une option, c'est une vision, ça peut-être un tout petit peu tenir, ça va être très coûteux pour les partis qui rentreront dans la chose. Il est probable que ce soit pas fondamentalement stable à moyen terme. Arnaud Tessier, j'ai pas eu le temps de vous interroger durant cette partie, mais on recommence en toute vérité avec vous. Vous nous direz si la 5e République est encore viable, tout simplement. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la destruction de nos institutions? À tout de suite avec vous, Arnaud Tessier, mais aussi avec Benjamin Morel et avec Pascal Perrineau sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio après la chute. Le chaos, c'est la question que nous nous posons ce matin avec Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, essayiste, auteur du Goût de la politique, c'est aux éditions Odile Jacob, je crois. Benjamin Morel, historien qui fait paraître une histoire du Parlement de 1789 à nos jours aux éditions Passé Composé, un livre qui vraiment tombe à pic. Et Arnaud Tessier, spécialiste du gaullisme, l'angoisse et la grandeur. Justement, c'est un titre intéressant, c'est aux éditions Perrin. Est-ce qu'il manque à nos acteurs politiques actuels à la fois l'angoisse, voilà, parce que ce que vous nous expliquez dans votre livre, c'est que malgré sa grandeur, le général de Gaulle avait quand même l'angoisse du pouvoir, avait conscience d'avoir une charge qui le dépassait, et précisément c'est grâce à ça aussi qu'il a pu rendre la France grande. Est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui? Est-ce que ceux qui exercent le pouvoir le font avec une forme de légèreté et un manque de grandeur? Bien sûr qu'il a été angoissé toute sa vie parce qu'il connaissait à la fois la nature humaine et la nature française et la nature parlementaire. Et il ne serait pas déçu aujourd'hui parce qu'il verrait tout ce qui nourrissait son angoisse se vérifier évidemment de manière terrible. Pour lui, la grandeur, c'était pas une exaltation rhétorique, c'était l'ambition en fait, c'était en tirer vers le haut, c'est d'avoir une vision. Et c'est ce qui manque aujourd'hui très terriblement à la vie politique pour des raisons dont on pourrait débattre à l'infini. Non, je voulais un petit peu aussi tordre le cou à cette idée de coalition. D'abord parce qu'à l'étranger, ça ne marche pas si bien, les coalitions. On sait que dans des périodes décisives, par exemple en Allemagne, le système, et puis on nous cite le système italien en modèle, enfin bref, le système de la coalition en soi n'est pas toujours, il va avec la proportionnelle d'ailleurs souvent, et n'est pas toujours très souhaitable, et c'est un peu à ça que la Ve République a voulu échapper. Par ailleurs, on a eu une forme de coalition qui portait un autre nom plus dynamique. C'est Ensemble, c'est le macronisme. Le macronisme a agrégé des gens qui venaient de la gauche et de la droite. Et le grand rêve macronien, je suis désolé de le déclasser un peu par ce parallèle, c'était un peu comme celui de Giscard d'Estaing avec 2 Français sur 3. Ça ne marche jamais. Parce que quand on essaie de réunir 2 Français sur 3, il y a 2 Français sur 3 qui partent sur les bords extrêmes, et la nature politique ayant horreur du vide, il se passe ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la grande force centrale ne cesse de réduire, parce que c'est quand même ce qui est en train de se passer et qui pourrait se passer dans les prochaines législatives. Enfin, il y a un élément que Michel Debré, qui était un grand défenseur du régime parlementaire et d'une lecture parlementaire de la Ve République, mais authentiquement parlementaire, c'est-à-dire, lui, il est partisan du scrutin majoritaire à un tour, des majorités fortes, etc., disait lui-même que ce qui fait la force, la tension, la dynamique de la Ve République, c'est la fonction présidentielle. Il le disait même avant la révision de 62 et l'élection du président de la République au suffrage universel. Et il y a quand même quelque chose de juste qu'a dit Emmanuel Macron dans son intervention l'autre jour, quand il a dit « ils pensent tous à l'élection présidentielle ». Et c'est un fait. Et je pense que les stratégies, à commencer par celle de Marine Le Pen, celle de Jean-Luc Mélenchon, celle des socialistes avec François Hollande, ces stratégies sont déterminé par l'élection présidentielle. Donc je ne crois pas du tout à une sorte de raison parlementaire qui va revenir. Je crois que les stratégies ou les tactiques, soyons moins nobles, seront déterminées par cette considération et par tout ce qui va se passer autour de ça. Est-ce qu'il y a une possibilité de contraindre le président de la République à démissionner? Moi, je n'y crois pas une seconde. Mais est-ce que cet élément reste très présent dans la façon dont les formations politiques vont se positionner? On assiste à quelque chose d'assez monstrueux, en fait, c'est-à-dire le retour des pratiques de la 4ème République. C'est les partis qui se déterminent sur des considérations purement tactiques, avec une prise en compte plus ou moins grande de l'intérêt national. À mon avis, elle était plus grande sur la 4ème qu'aujourd'hui. Mais surtout avec le facteur du
présidentialisme qui fait que l'élément clé qui va déterminer les comportements des uns et des autres, et je ne parle pas des affaires judiciaires en plus, c'est l'élection présidentielle. Donc moi, je ne suis pas du tout optimiste sur ce qui va se passer, quelle que soit la qualité extraordinaire que pourra avoir le Premier ministre qui sera nommé, le gouvernement qui sera nommé. Michel Barnier était comme quelqu'un d'assez apte, à mon avis, à négocier, à passer des compromis, sinon à faire des coalitions. Simplement, comment voulez-vous passer des compromis quand on met sur la table tous les jours, voilà la ligne rouge, si vous la dépassez, je vous fais tomber. Les négociations, les compromis, ça se passe dans une certaine discrétion, avec des rumeurs au besoin qu'on fait circuler, mais on ne fait pas une sorte on a l'impression d'assister à une sorte de mauvais jeu de cartes, avec des gens qui ne savent plus jouer aux cartes. À la décharge de ceux qui ont fait tomber Michel Barnier, ces lignes rouges sont arrivées assez tard. Est-ce qu'on n'a pas surestimé les qualités de grand négociateur, du Brexit Est-ce que justement il n'a pas été un peu raide, droit dans ses bottes, Michel Barnier? Non, mais elles étaient à la fois grosses et contradictoires, les lignes rouges, et puis un peu grosses. Il y a un moment où il y a quand même une sorte d'appel à la dignité. Un Premier ministre ne peut pas complètement dire « Ah oui, je m'écrase ». On peut s'écraser en politique, mais il faut que ça se fasse dans une certaine discrétion, en tout cas sans que ce soit... Il faut que tout le monde ait l'impression de s'en sortir la tête haute. Là, je ne voyais pas comment qui que ce soit pouvait s'en sortir la tête haute. Vous êtes spécialiste de la Ve République, sur les causes de tout cela. On a l'impression, d'ailleurs, vous l'avez dit, d'un retour à la 4e République, mais est-ce aussi parce que les présidents de la République successifs n'ont pas respecté l'esprit des institutions? Je pense le dernier exemple le plus spectaculaire, c'est sans doute la dissolution d'Emmanuel Macron, dont on n'en a pas beaucoup. Après celle de Jacques Chirac, dont on n'a pas bien compris le sens. Après celle de Jacques Chirac, on peut même se demander si la cohabitation était déjà pas une manière de tordre les institutions. À mon avis, le vice véritable qui est apparu avec le mandat de Nicolas Sarkozy n'a pas été atténué de facto par celui de François Hollande. C'est le quinquennat. A été relancé. Oui, et plus que le quinquennat, c'est la pratique. C'est l'hyper-présidentialisation qui n'est pas dans l'esprit des institutions. De Gaulle laissait ses premiers ministres gouverner. Georges Pompidou est resté 6 ans. Et croyez-moi, c'était pas un factotum de Gaulle, qui pourtant était De Gaulle. Donc là, je crois qu'il y a une déviation terrible qui fait que le Premier ministre, en plus, qui, quand même constitutionnellement est capital, c'est lui qui est chargé, sous De Gaulle, c'était le rôle de Pompidou, de discuter avec la majorité, de discuter avec les groupes parlementaires. Aujourd'hui, le Premier ministre arrive épuisé, d'abord par la succession des Premiers ministres, et parce que la fonction était largement vidée de sa substance. Benjamin Morel, quel type de Premier ministre il faut pour réussir l'impossible, pour trouver une majorité introuvable? C'est pas une question très gentille. C'est ce qu'on pensait. Si vous voulez. C'est vous le spécialiste des combinaisons. Il y a 2 facteurs d'incertitude. Le premier, il est à l'Élysée. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a des tensions étaient compliquées avec Michel Barnier, tout bêtement parce que Emmanuel Macron ne veut pas non plus qu'on détricote son programme. Or, qu'aurait fait un président, on est dans une configuration très parlementaire là, qu'aurait fait un président italien-allemand? Il aurait été voir Lucie Castet, il aurait demandé, trouvez-moi 289 députés, vous n'avez pas, je passe à Bernard Cazeneuve, vous n'en avez pas, je passe à Xavier Bertrand, vous n'en avez pas, je passe à Michel Barnier, il a 289 députés, je le nomme. En faisant ça, eh bien, je construis une légitimité du Premier ministre. C'est lui qui est allé chercher une majorité, qui a négocié avec elle. C'est pas le président qui, dans l'obscurité de son bureau, a dit « là, j'ai un accord de non-censure peut-être avec un tel ». Et tout d'un coup, surprise, attention, il n'y avait pas de spoiler dans la presse où j'envoyais des ballons d'essai, je nomme et c'est moi qui décide. Ça marche dans aucun régime parlementaire. Et donc ça implique que le président prennent du recul là-dessus. On n'est pas justement dans un mode présidentialiste majoritaire, tout bêtement, parce que c'est pas ce que nous dit l'Assemblée nationale. Et donc là, il faut que Emmanuel Macron change de pratique. C'est pas gagné. L'autre élément, c'est que, et je rejoins tout à fait ce qui était dit sur le présidentialisme. Là, la rumeur qui court, ce serait François Bayrou. Je suis pas dans le secret des dieux. Mais sur quoi tenait Michel Barnier? Sur 5 personnalités. François Bayrou, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, Marine Le Pen. Les 5 veulent devenir président de la République. Comment voulez-vous que ce soit stable? Quand leurs intérêts convergent, ça marche. Quand ils divergent, ça marche pas. Vous prenez les 5, vous en mettez un à Matignon. François Bayrou a sans doute des qualités gigantesques, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, vous comprenez bien que les 4 autres larrons vont tout de suite sortir les pistolets pour dire, si jamais il prend un peu trop la lumière,
on tire. Donc forcément, vous êtes dans une logique qui est une logique de fragilisation. C'est pour ça que le profil Barnier était en ça assez intéressant. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, des erreurs de négociation, notamment, je l'évoquais, par Emmanuel Macron dès le départ. Mais malgré tout, aujourd'hui, on rentre dans une période qui, de toute façon, va être instable. Je vois mal, à ce stade-là, mais je ne prends pas de pari, je vois mal comment, d'ici quelques mois, on évite la dissolution. Pascal Perrineau, la dissolution, c'est la solution. Dans quelques mois, sans doute, mais il va falloir patienter puisque le président de la République ne peut plus activer cette arme-là. Du reste, vous êtes spécialiste de sociologie électorale. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver exactement dans la même situation avec 3 blocs irréconciliables ? De toute façon, il y a tout de même là 5-6 mois où il faut bien trouver une solution. Puisqu'en effet, le président ne retrouvera son pouvoir de dissolution que le 8 juillet 2025. Et on ne va pas faire voter les Français en plein été, tout de même. Bon, il faut respecter. Respectons les vacances, tout de même. Respectons les vacances, c'est une des dernières valeurs sûres dans ce pays. Donc, il faudra organiser des législatives en septembre. Est-ce que le rapport de force aura profondément changé ? Ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident que le rapport de force change profondément. Donc si c'est pour faire des élections législatives où on retrouve exactement à peu près, peu ou prou, le même désordre politique et électoral qu'aujourd'hui, on ne sera pas beaucoup avancé avec à nouveau un président qui n'aura pas le droit de dissoudre pendant 1 an. Donc vous voyez, la situation est une situation très difficile. Alors le prochain Premier ministre, je trouve que Michel Barnier aurait peut-être, mais il était tellement au charbon qu'il n'a pas eu le temps, prendre plus à témoin l'opinion. Parce que, si vous voulez, c'est le retour tout de même du régime des partis. Là, aujourd'hui. C'est les partis, en effet, qui font leur petite combinaison, et chaque parti a son présidentiable plus ou moins adoubé d'ailleurs par le parti. Et là, le Premier ministre aurait intérêt à faire rentrer un acteur, qui est l'acteur de l'opinion publique, de prendre à partie, de prendre à témoin les électeurs, afin d'essayer d'en faire une force, parce qu'on n'aura que des premiers ministres faibles de toute façon, et que des gouvernements faibles. Donc en fait, vous êtes quand même pour un Premier ministre assez politique. Oui, assez politique, bien sûr, bien sûr. Il faut un Premier ministre politique, il faut aussi, si vous voulez, le monde entier nous regarde. Je ne sais pas si vous avez lu récemment, et vous l'avez certainement fait, la presse étrangère. Mais l'image du pays est en train de se dégrader à une vitesse folle. Vous lisez la presse allemande, la presse américaine, la presse britannique. Enfin, c'est absolument effarant. Donc, il faut envoyer aussi un signal, non seulement à l'opinion publique, à la population française, mais il faut envoyer un signal à nos partenaires européens et bien au-delà. Donc il faudra avoir en effet un Premier ministre politique et un Premier ministre qui comment avoir un Premier ministre politique sans forte légitimité populaire? C'est à lui de la construire. Ça se construit une légitimité populaire. Vous savez, je regardais la dynamique de Barnier. Barnier était un peu sorti. Il a eu un vrai état de grâce. Oui, il a eu un vrai état de grâce. Est-ce que c'est pas aussi le problème d'un budget totalement idiot? Pardonnez-moi. Enfin, ce qu'on a dit, il a des qualités de négociateur. Mais on a eu l'impression d'un budget de briques et de broc dicté par Bercy sans aucune vision politique. Oui, bien sûr. Mais il a hérité largement d'un travail qui était déjà fait. Et il s'est débrouillé avec un budget qui était déjà presque plié. Donc la situation était pour lui extrêmement compliquée. C'est pour ça que moi je plaide pour un Premier ministre politique, un Premier ministre qui s'adresse au-delà des partis à l'opinion publique, aux électeurs, et d'un gouvernement qui se contente, dans les mois qui viennent, d'un contrat de gouvernement autour de 4-5 objectifs. Point à la ligne. Benjamin Morel, est-ce qu'il n'y a pas un éléphant dans la pièce que personne ne voit? C'est l'Union européenne. On parlait du budget, il y a Bercy. Est-ce qu'il y a une contrainte extérieure qui pèse sur les acteurs aujourd'hui? Ah oui, la contrainte européenne, elle est évidente. C'est-à-dire que regardez avec quelle célérité Ursula von der Leyen s'est jetée sur le traité du Mercosur, partant du principe qu'on était en position de faiblesse. Je crois qu'on n'a pas idée de notre position de faiblesse aujourd'hui en Europe. L'Europe, c'est quoi? On regarde 3 grands organes. Le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Pourquoi le président y siège?
Et pourquoi pas le Premier ministre, alors que dans la plupart des pays, c'est le Premier ministre? Parce qu'en fait, le président est censé tenir le pays et pouvoir l'engager. Aujourd'hui, il n'engage plus rien, il n'a plus de majorité, il est devenu complètement impotent et inaudible. Deuxième élément, le Conseil, c'est là où siègent les ministres. Là, on a des ministres démissionnaires au sein du Conseil. Vous comprenez bien qu'ils ne pèsent rien. Et enfin, le Parlement européen, quel est le groupe qui aujourd'hui fait la politique au Parlement européen de façon totalement inédite depuis les années 90? C'est le Parti populaire européen, c'est le grand parti de la droite, qui peut jouer un jeu de balance entre la droite populiste et le centre. On n'y est quasiment pas représenté, si ce n'est par LR. Le groupe macroniste Renew, aujourd'hui, est en position de faiblesse. Donc, dans tous les grands organes de l'Union européenne, on est faible. Et qui plus est, on a la question du déficit qui fait que, qui plus est, on est au banc de l'Europe, pointé par la Commission, etc. Donc on a un Emmanuel Macron qui peut se gargariser de sa position internationale avec Notre-Dame et Zelensky, mais au fond, au niveau européen, on est très très fragilisé. Michel Barnier l'avait compris, il avait fait quelque chose d'assez original. Il avait rattaché le ministère de l'Europe directement à Matignon, alors que d'abord c'est au Quai d'Orsay. Le ministère des Relations avec l'Union européenne, c'est quelque chose d'extrêmement fort parce que c'est ce qui permet de contrôler le Conseil Affaires Générales, donc de vraiment coordonner la politique de la France. Malheureusement, en la matière, ça n'a pas pallié la faiblesse. Et là, on repart pour une période de grande faiblesse, ce qui fait que notre poids en Europe est aujourd'hui très restreint. Merci Benjamin Morel, merci Pascal Perrineau, merci Arnaud Tessier. C'est pas fini. On continue à discuter de tout cela, à essayer de résoudre l'équation impossible du gouvernement et de la stabilité. Après une courte pause sur Sud Radio, à tout de suite en toute vérité. Vérité 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité sur Sud Radio, après la chute, le chaos ou la renaissance comme hier à Notre-Dame, je crois que ce sera plus compliqué de trouver la stabilité politique que de reconstruire Notre-Dame de Paris. On en parle ce matin avec Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, auteur du Goût de la politique chez Odile Jacob, avec Benjamin Morel, auteur d'une histoire du Parlement de 1789 à nos jours, c'est aux éditions Passé Composé, et avec Arnaud Tessier, De Gaulle, l'angoisse et la grandeur. La grandeur, on en manque singulièrement, je crois, aujourd'hui. Arnaud Tessier, avant la pause, on discutait avec Benjamin Morel aussi du rôle de l'Europe dans tout cela. Est-ce que c'est ça aussi qui a changé par rapport à l'époque du général de Gaulle, où on avait un président de la République qui avait autorité sur une France souveraine? Oui, il y avait une souveraineté monétaire, mais il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi le pouvoir du juge. L'évolution du Conseil constitutionnel a changé la donne politique et programmatique d'une manière spectaculaire. Il y a eu des transformations de la Ve République profonde qui ne correspondent pas du tout à ce qu'étaient les choses telles qu'elles se dessinaient au début des années 60, avec un État qui était puissant, respecté, qui avait des leviers d'action considérables. Donc tout cela, évidemment, change profondément la donne. Ça ne veut pas dire que les institutions de la Ve République ont perdu de leur validité et qu'il faut retourner vers ce qu'il y avait avant, en se disant, puisque le pouvoir est fragmenté, fragmentons-le encore, adoptons la proportionnelle, et puis on ira vers une culture du compromis, de la coalition, et on fera comme ça, comme font les Allemands, les Italiens, toutes sortes. Il y a quand même une logique de la Ve République qui est une logique de pouvoir, c'est-à-dire que le gouvernement doit gouverner, le pouvoir doit s'exercer. Et il me semble, moi je suis assez confiant sur le fait qu'il y a bien un moment donné où il y aura une élection, il y aura un nouveau président de la République dont on peut penser logiquement qu'il aura une majorité, comme ça s'est toujours produit, sauf en 2022, ce qui était quand même le signe déjà qu'il y avait un problème, puisque Emmanuel Macron est réélu au terme d'une campagne qui n'était pas vraiment une campagne, avec un débat qui n'a pas vraiment eu lieu, et le résultat n'était pas si absurde. Il a eu une chambre, une assemblée qui ne correspondait pas à la logique de la Ve République. Donc moi je pense qu'il y a des logiques fortes qui reviendront, difficile de savoir sous quelle forme et au profit de qui, mais elles reviendront. Mais ça suppose, ce que je disais tout à l'heure, ça suppose de connaître un peu les mécaniques, de pas commettre des erreurs psychologiques ou des erreurs politiques. Il y a des mécaniques. Là, il est évident que, logiquement, on devrait dire, il n'y a pas de majorité, il ne peut pas y en avoir en réalité. Il ne peut pas y avoir de coalition. De toute façon, encore une fois, il y a 120 ou 140 députés qui sont de toute façon exclus de toute possibilité d'accord programmatique. Donc voilà, ça arrange tout le monde peut-être d'une certaine manière. Et de toute manière, puisqu'il ne peut pas y avoir d'élection législative maintenant, puisqu'il ne peut pas y avoir d'élection présidentielle maintenant,
il faut arriver effectivement à ce que tout le monde, au nom de l'intérêt national, puisse laisser un gouvernement gouverner, sans doute à minima. Je voudrais défendre un petit peu, je ne porte pas de jugement sur le budget et la qualité du budget tel qu'il a été préparé. Mais enfin, je sais ce qu'il y a derrière, parce que j'ai des amis, des collègues. Le budget a été travaillé avec un soin et un professionnalisme incroyable. Une équation budgétaire très compliquée. Mais voilà, le résultat de tout ça, ça ne va pas être un départ à l'identique. On a un Premier ministre de droite qui se revendique comme tel, qui commence par 40 milliards d'économies. Peut-être que techniquement le budget était très bon, mais est-ce qu'il avait du sens politiquement ? Il fallait bien donner un signal qu'on essayait de reprendre un peu le contrôle de notre endettement et de la dérive budgétaire qui était à l'œuvre depuis des années. Mais il ne pouvait pas donner un signal très fort. Il ne pouvait pas transformer complètement certains axes politiques qui sont déterminants. On sait que nos déficits budgétaires ne sont pas dus, contrairement à ce qu'on raconte souvent à droite d'ailleurs, au fait qu'il y ait trop de fonctionnaires en France. Ils sont dus à la question des transferts sociaux, de la nature des transferts sociaux. Ils sont dus... C'est pas attaqué à cela. Mais il pouvait pas. Il pouvait pas. Il savait qu'il avait tout au plus 8 mois d'existence devant lui. Donc il faut être raisonnable. Tout le monde sait qu'on ne peut rien faire de fondamental, mais il faut faire vivre le pays le moins mal possible. Et ce budget, encore une fois, avait été préparé de façon à permettre au pays de vivre peut-être pendant une petite année. Et là, c'est vraiment le grand absent. Vous parliez de l'angoisse et de la grandeur. La grandeur, c'est quelquefois, c'est pas forcément une sorte d'apothéose rhétorique, encore une fois. La grandeur, c'est simplement d'être grand, c'est quelquefois accepter ce qu'on appelait la nécessité publique. Il y a un terme que je trouve extraordinaire qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lorsqu'il est question de limiter. Le droit de propriété est consacré, il est sacré, inviolable, mais évidemment, il peut être limité lorsque la nécessité publique l'exige. De Gaulle utilisait ce mot évidemment dans certains cas. Il me semble qu'évidemment, aujourd'hui, il faut laisser gouverner le moins mauvais gouvernement possible jusqu'à ce que nous ayons les moyens politique et constitutionnelle de rétablir une situation durable. On touche un peu à la fin de l'émission. J'ai une question pour vous, Pascal Perrineau. On parle beaucoup aujourd'hui du fonctionnement institutionnel. Est-ce que c'est la Ve République qui est en cause ? On voit en réalité qu'il y a une crise politique dans toutes les démocraties occidentales et qu'avec l'émergence des partis qu'on appelle populistes, est-ce que finalement on ne paye pas tout simplement une immense fracture entre les élites, la classe dirigeante actuelle et le peuple en période de recomposition politique, et que c'est ça, cette équation-là politique qu'il va falloir résoudre. Comment réintégrer dans les institutions toute une partie des peuples occidentaux qui se sentent exclus de la vie politique et démocratique. Oui, en effet, le phénomène n'est pas simplement un phénomène franco-français. Cette crise de la politique dont on parle depuis de longues minutes, c'est une crise que l'on connaît dans bien d'autres pays européens. Et c'est vrai qu'étant donné, si vous voulez, ça pose le problème d'une classe politique qui représente de moins en moins bien les représentés que nous sommes, les électeurs que nous sommes. Il y a un fossé qui s'est introduit pour de multiples raisons entre le monde de la représentation politique et nos concitoyens. Vous voyez qu'à peine élus, une majorité de citoyens a l'impression que les députés qu'ils ont élus ne les représentent pas. C'est ça, la crise de la représentation. Et dans ce contexte, bien sûr, ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est ce qu'on appelle les populistes. C'est-à-dire ceux qui tirent le constat qu'entre le haut et la base du système politique, il n'y a plus rien, et donc il faut engager entre un tribun populiste et une base plus ou moins anomique, il faut engager un dialogue direct. Et ce sont des populistes de gauche parfois, le plus souvent des populistes de droite, qui l'emportent. Mais il va bien falloir un jour, pour les partis dits de gouvernement, réintroduire les populistes dans le jeu. C'est vrai que, écoutez, le premier, je le disais tout à l'heure, le premier groupe parlementaire, c'est le RN. On aurait dû commencer, non pas par consulter les leaders du NFP ou de ce qu'on appelle le socle, on aurait dû commencer par consulter les leaders du RN en leur disant: est-ce que vous êtes capable de constituer un gouvernement ? Vous êtes le premier groupe. On aurait constaté très vite qu'ils en étaient incapables. On serait passé au deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est Ensemble. Et on serait venu au socle, mais dans un deuxième temps. Et puis, si le socle était incapable, on serait passé au troisième groupe, c'était LFI.
je vous ferai remarquer que pour LFI, ça aurait été très difficile de dégager un gouvernement, mais peut-être que pour Ensemble, c'est au fait ce qui s'est passé. Ils ont été capables, de manière très éphémère, de soutenir un gouvernement, mais on aurait dû procéder de cette manière. C'est le président qui n'a pas compris cette logique ou n'a pas voulu mettre en œuvre cette logique. Le président, c'est une vaste question. Ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle émission. Qu'y a-t-il dans la tête d'Emmanuel Macron? Mais il est le temps de rendre l'antenne. On a déjà un peu de retard. Désolé, Benjamin Morel, vous n'avez pas pu parler dans cette partie, mais c'est pour vous punir de votre léger retard. Merci à tous. Non, je plaisante bien sûr. C'était passionnant. Je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.